Caro, nous allons faire un exercice un peu spécial aujourd'hui. Nous allons remonter le temps et vous allez commenter les photos qui ont un peu scandé ces quelques dernières années, vos livres, votre parcours. Voilà, donc bonjour déjà. Bonjour. Nous allons tenter de trouver une zone un peu plus calme pour commencer notre conversation. Ici, de page en page, se recompose en glissement progressif la lecture des jours. C'est vous qui l'avez écrit, Alain. Qu'est-ce que la lecture des jours? La lecture des jours, c'est ce qui s'oppose à l'action des jours, ce qui s'oppose et ce qui complète l'action des jours. C'est ce qui permet de reconstruire le temps. Un petit peu comme quand on met un disque dans un lecteur, qu'on le fait tourner pour écouter ce disque. Et en écoutant donc ce temps passé, c'est ce qui permet de le reconstruire et d'en découvrir le sens, d'en découvrir la direction. Voilà ce que j'entends par la lecture des jours. Et vos livres sont un peu cette lecture des jours? Oui, mes livres sont totalement cette lecture des jours. Mais je pense que ce n'est pas que les miens, je pense que la totalité, ou au moins la grande majorité des livres, procèdent de cette forme-là. Nous allons continuer aussi avec ce que vous dites vous-même. Vous dites enveloppe de papier, enveloppe de soie, fragile enveloppe, la mue est en cours. J'espère que depuis cette photo que nous allons montrer, que nous montrons, vous avez mué. Mais sérieusement, qu'est-ce que la mue? Oui, sérieusement, mais cette photo est très sérieuse finalement parce que elle me donne l'occasion de redire que c'est à partir de là que tout commence. C'est le point de départ de tout. Et c'est ce vers quoi cette mue va amener, va faire un retour où on va tenter, dans cette mue, au travers de cette mue, de retrouver cette part essentielle de soi-même qu'on a souvent perdu, nécessairement même perdu au cours du temps, avec l'éducation qu'on a reçue, tout ce bagage qu'on a acquis et qu'on a pris comme étant part de nous-mêmes, alors que c'est en fait une part extérieure. Cette part extérieure qui nous construit, c'est bien vrai, mais qui a tendance à étouffer notre propre personnalité. Et à partir de quel moment, ou bien est-ce qu'on sent à un moment donné qu'il faut jeter justement du lest et commencer à jeter ces morceaux ou ces bagages inutiles? Alors effectivement, c'est un moment que l'on sent, que l'on ressent. Il n'y a pas un moment précis dans la vie où cela se passe. Cela peut très bien ne pas se passer. Il faut un événement, tragique ou non, un événement familial ou personnel ou professionnel, ou tout simplement un petit rien, une rencontre qui va donner cette impulsion initiale et qui va aider à cette mue. Nous avons comme un album d'amis, plein de photos que nous voyons défiler tout au long de cet entretien. Je ne vais pas vous demander, bien sûr, de commenter chaque photo, mais en les revoyant, parce que c'est quand même des photos accumulées pendant 3 ans, qu'est-ce que vous ressentez? Bon, comme tout album de famille, c'est de l'émotion, bien sûr. On retrouve l'émotion du moment et la distance qu'il y a entre ce moment et maintenant, et la distance également qu'il y a avant ce moment, c'est-à-dire avant ce moment, ces personnes que l'on ne connaissait pas avant. Qu'est-ce qui nous a amené à connaître ces personnes? Quelle est la relation profonde qu'on a avec ces personnes? Alors il y a des personnes avec qui on a eu une relation d'amitié, je dirais, automatique du premier coup, du premier regard. Mais de toute façon, toujours des rencontres qui sont pas des enregistrements, des enrichissements de toute la vie. Il y a des rencontres qui procèdent également
de cette question de la mue dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que la mue est en perpétuel mouvement, Oui. et ces personnes orientent forcément le chemin que l'on emprunte. Donc ce sont quelque part des personnes qui ont joué dans ce destin nouveau, même à leur insu parfois, mais qui comptent aussi. Bien sûr, bien sûr. Elles font partie, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, elles font partie du théâtre dans lequel on vit. Ce sont des acteurs de notre théâtre, des acteurs de notre pièce. Et on ne peut pas les ignorer totalement. Jamais, et il ne faut pas. Et est-ce qu'un auteur est lui-même acteur aussi dans ce théâtre? Bien évidemment. Il est un rôle, un auteur, c'est un auteur ou n'importe qui d'ailleurs. On est acteur et en même temps, on essaye d'être un peu metteur en scène. Bon, on est metteur en scène pour soi, il faut essayer de ne pas être metteur en scène pour les autres. Et puis, on est aussi spectateur. Quand on regarde ces photos, cet album photo, on devient spectateur. Et on reconstruit la lecture des jours. Est-ce que l'auteur est toujours, ou vous-même, êtes-vous un auteur solitaire? Parce qu'on a tendance toujours à dire l'auteur est solitaire. Qu'est-ce que la solitude de l'auteur? La solitude est quelque chose qui est part de tout individu. On est toujours, à un moment donné, dans la solitude. Quand on écrit, on est dans la solitude de l'écriture, la plupart du temps. Mais cette solitude n'est pas une solitude continue, perpétuelle. Donc à un moment donné, on va retrouver les autres. On se nourrit des autres. On est dans cet état de solitude pour réécouter, c'est toujours la même chose, réécouter le disque des jours. Nous continuons aussi avec une phrase que j'aime beaucoup de vous. Vous dites « Entre les cils, l'image tremble d'un homme qui lui ressemble. » Est-ce que cet homme lui ressemble toujours, Alain Wao? Oui, cette phrase était tirée de À jour, qui fait partie de ces 3 livres que j'ai appelés une trilogie et qui raconte justement un petit peu cette grande mue. Oui, je crois que cet homme lui ressemble et lui ressemble de plus en plus. Et cet homme, c'est l'homme de Prélude et Fugue, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu arriver à Prélude et Fugue s'il n'y avait pas eu cette trilogie. Oui, effectivement. On n'impose pas les choses au temps. Vous êtes musicien. Oui. Et vous serez toujours musicien, parce que la musique occupe quand même, c'est votre métier, mais au-delà du métier, c'est aussi la musique personnelle, intérieure. Et vous parlez souvent que la musique continue même quand les mots s'arrêtent. Ben, la musique continue, mais je ne sais plus qui a dit d'ailleurs, la musique commence là où les mots ne peuvent plus exprimer. Vous pensez que les mots ont à un moment donné, ils ne peuvent plus aller plus loin? Je pense que les mots ne peuvent plus aller plus loin. Mais la musique peut continuer. Mais la musique continue. Et même la musique des mots. Et le public, parce que nous avons parlé un peu de l'auteur, un peu des produits de l'auteur, entre guillemets, de l'atmosphère, de l'espace qu'occupe l'auteur, et le public. Quelle est la part du public dans tout ça? Le public, comme tous les autres personnages de notre théâtre, c'est celui dont on attend une reconnaissance. Quand je dis reconnaissance, c'est un moment donné où il va se reconnaître lui-même quelque part dans ce qu'on a dit ou dans ce qu'on a fait. Pour terminer cette interview, quels sont vos projets de la rentrée? Avant la rentrée, il y a le marché de la poésie en juin,
au début du mois de juin. Sinon, pour la rentrée, à partir de septembre, il y a débat, conférence à Saint-Germain-des-Prés, un deuxième au mois d'octobre, et également courant le premier trimestre, on va dire, ou plutôt le dernier trimestre de l'année civile, un projet de spectacle poétique et musical avec mes collègues du conservatoire autour des textes que j'ai écrits, d'une sélection de textes que j'ai écrits et de musique de compositeurs contemporains, musique pour guitare, puisque nous serons un quatuor de guitare réunis. Et un livre peut-être? Oui, ça l'écriture, c'est quelque chose qui continue, qui est toujours, c'est un projet perpétuel, on va dire. C'était une sorte de rétrospective avec un faux rire à l'appui pour la fin. Voilà, un grand merci pour tout et à la prochaine.